Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de la Belle Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale, bonjour, bienvenue à ce numéro d'Actu 7, le magazine qui fait le tour de l'actualité, le tour des faits ayant marqué l'actualité sur le continent africain. Et cette semaine, notamment, nous irons au Bénin, au Rwanda, au Mali, et bien sûr, on parlera de vaccins anti-Covid sur le continent africain, mais aussi de football, avec la démission de Claude Leroy, entraîneur emblématique des équipes africaines, en tout cas un entraîneur au parcours prestigieux. Pour en parler comme d'habitude, d'abord Georges Wenceslas Sembi-Aboké, en ligne de Dakar. Il est directeur général du groupe médiatique panafricain La Belle Radio et Télévision. Bonjour Georges. Bonjour Aziz, bonjour Robert. Je souhaite un très bon dimanche à tout notre public. Robert Adandé, en ligne de Paris. Robert, bonjour. Bonjour Aziz, bonjour Georges et bonjour chers téléspectateurs. Maintenant, allons au Bénin où la réélection de Patrice Talon a été actée. Il est passé au premier tour, le coup KO réussi, comme on dit par là-bas, avec plus de 86% des suffrages. Le candidat président sortant, Patrice Talon, rempile à la tête du Bénin. Les résultats provisoires rendus publics par la Commission électorale nationale autonome ont indiqué 86,36% des voix. En face du duo Patrice Talon et Mariam Talata, des candidats de l'opposition et pas des plus illustres de l'échiquier politique. La Sénat indique un taux de participation de 50,17%, même si les observateurs de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, disent avoir constaté un faible taux de participation des électeurs, suivi d'une légère amélioration. L'Organisation internationale de la francophonie, pour sa part, relève une mobilisation des électeurs relativement faible tout au long de la journée. La Cour constitutionnelle, elle, devra vérifier ces chiffres dans les tout prochains jours avant de prononcer les résultats définitifs. Mais ce n'est pas tout. De nombreuses trompettes sont embouchées par divers courants de l'opposition ou encore la société civile pour dénoncer des travers autoritaires, arguant aussi que l'opposition n'est représentée nulle part. Ni au Parlement, encore moins à la Cour constitutionnelle ou dans les communes qui seraient inféodées au pouvoir. À tous ceux qui ont dénoncé des entorses au processus électoral tels que les bourrages d'urnes, une élection non transparente, Alain Ouroula, le porte-parole du gouvernement, a assuré mardi, peu avant l'annonce des résultats, que le but des auteurs des fraudes était réellement de discréditer le processus électoral après avoir échoué dans leur projet de déstabilisation du pays. Il a indiqué que des poursuites sont prévues à leur encontre. Le processus, il est bon de le rappeler, a également été émaillé par des violences la semaine dernière, lesquelles ont fait au moins 2 morts à Savé dans le centre-nord. L'élection a été annulée dans les villes voisines de Tchaourou, Banté et Ouessé, selon la Sénat, estimant que le scrutin n'avait pas pu s'y dérouler dans de bonnes conditions. Le scrutin ne s'est pas déroulé partout dans de bonnes conditions. On verra tout à l'heure que le président Talon lui-même l'a souligné lors d'une déclaration juste après la publication des résultats. Robert Adandé, finalement, l'opposition n'est pas parvenue à perturber le déroulement du scrutin. Oui, il y a eu des cas isolés de manifestations, mais qui n'ont pas été de nature à remettre en question le processus électoral dans sa globalité. Ce qui a fait que 2 jours après les élections, donc le 13 avril, la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, a donné les premières tendances, les premiers résultats qui ont 2 jours plus tard été entérinés par la Cour constitutionnelle. Des résultats qui font état, comme le papier le souligne, de 86,36%, ce qui fait du duo Talon-Talata le duo gagnant de ce scrutin. Le duo gagnant de ce scrutin, Georges Aboké, avec un score, pour reprendre certaines expressions à la soviétique, ce n'est pas surprenant non plus, puisque l'opposition n'a pas eu de poids lourd sur le terrain.
Alors, j'ai envie de lancer une petite boutade pour dire que je suis étonné que le président Talon n'ait pas pu faire 90%, qu'il n'ait pas pu atteindre 90%, ou bien qu'il n'ait même pas pu atteindre les 100%, parce que tel que les choses étaient parties, c'était pour... mais il y avait quand même des candidats de l'opposition sur le enfin en lice. Bon, il y avait en liste de candidats de l'opposition. Il pouvait faire au moins 90% ou 95% ou 100%. Bon, ça c'était pour rigoler un peu, mais pour dire que bon, le boulevard était tout ouvert pour le président Talon. Comme le soulignait tout à l'heure Robert, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle et maintenant l'exécutif, tout va dans un seul sens, dans une seule direction. Et on peut le dire, on peut féliciter le président Talon, je dirais pourquoi Talon, mais on peut regretter que le Bénin ait connu un recul en matière de pratiques démocratiques. On peut féliciter le président Talon parce que quand on regarde son bilan parle pour lui. Son bilan est très important. Il a dit quelque chose de très important avant cette élection. Il a dit après, c'est-à-dire dans le futur, quel que soit le président qui va venir, le Bénin est bien lancé. Et ça, c'est très bien. Mais avait-on besoin d'éliminer tous les candidats solides? Avait-on besoin de faire en sorte que les choses n'aillent que dans un seul sens? C'est ça qu'il faut reprocher au président Talon, mais bon, moi je lui dis félicitations pour le travail abattu en 5 ans, félicitations pour les résultats importants qu'il a pu faire, pour les réalisations, mais n'empêche qu'on a des regrets de voir que le Bénin, qui était classé parmi les pays où l'alternance avait lieu, parce que c'est de cette façon d'ailleurs que le président Talon a pu arriver au pouvoir, eh bien, on peut regretter que le Bénin ait connu ce recul démocratique. Le président Patrice Talon s'est exprimé juste après la publication des résultats au milieu de son équipe de campagne. Nous proposons un extrait de sa déclaration. Je veux, pour commencer, au nom de ma colistière, Madame Mariam Tchabi-Talata, au nom des partis politiques qui ont porté notre candidature, qui ont soutenu notre candidature, au nom de tous ceux qui ont été actifs dans la campagne, exprimer ma gratitude et ma reconnaissance à ceux qui ont porté leur choix sur le duo Talon-Talata. Je voudrais leur exprimer sincèrement notre reconnaissance pour avoir donné un sens à notre projet, pour avoir cru à notre projet et donner au duo cette victoire si belle. Je voudrais aussi dire merci, féliciter les autres concurrents. Je veux citer M. Alassane Soumanou et son colistier M. Paul Rumpé, M. Corentin Corroué et son colistier Agossa pour leur parcours, pour leur sens de patriotisme, de démocratie, et les saluer pour cela et dire combien le peuple béninois, à travers ces élections qui sont passées de manière relativement pacifique, que le peuple béninois est fier de ses acteurs politiques et notamment de ses candidats. En tout cas, c'est mon sentiment. Parce que, en dépit des circonstances dans lesquelles elles se sont passées, les menaces, les intoxications que nous avons connues, que nous avons vues, les violences auxquelles nous avons assisté, malgré tout cela, plus de la moitié des électeurs sont sortis, sont allés aux urnes et ont exprimé leur choix. C'est quelque chose qu'il faut souligner et qu'il faut saluer. Patrice Talon a salué les électeurs et également les candidats de l'opposition qui ont participé au scrutin. Il a également reconnu que tout n'a pas été parfait. Robert Adandé,
il n'y a pas de surprise en ce qui concerne la communication du président. Maintenant, il y a des interrogations sur ses intentions. Va-t-il ouvrir pas forcément un dialogue avec l'opposition, mais va-t-il tendre la main à l'opposition pour pouvoir, sait-on jamais, gérer le pays? Alors, c'est le souhait, ce sont les sollicitations de bon nombre de Béninois, mais il faut dire que dans toutes les adresses qu'il a eues, je crois qu'il a été très ferme. Il a été très ferme lorsqu'il intervenait le jour de son vote. Il a dit qu'il n'était pas question de satisfaire tout ce qui était demandé ci et là de la part de l'opposition, parce que ce n'était pas l'objectif. Maintenant, dans ce discours, et bien après, parce que après les résultats rendus publics par la Commission électorale nationale autonome, il s'est rendu au chevet des forces de l'ordre qui ont été blessées pendant les manifestations préélectorales, et il a donné le ton de sa posture. Il a dit très clairement qu'il n'était pas question de laisser impuni ce genre d'acte, et qu'il fallait trouver les responsables, situer les responsabilités et sanctionner tout ce qui aurait été de près ou de loin fauteur de tous les différents troubles qui ont été relevés. Donc on n'a pas l'impression, en tout cas, que le président Talon va fléchir vis-à-vis de ce qu'il a en face. En revanche, il va certainement il pourrait aller vers une concertation, écouter les uns et les autres, mais toujours est-il qu'il a pris l'engagement, lorsqu'il était à l'hôpital, de faire en sorte que justice soit rendue et que toutes les forces de l'ordre qui se sont retrouvées blessées dans ces manifestations puissent être, tous les responsables en tout cas, puissent être sanctionnés avec rigueur. Georges Aboké, les forces de l'ordre ont aussi été accusées par l'opposition radicale d'avoir tiré à balles réelles sur les personnes sans défense. Alors, quand on entend le discours du président Talon, on voit qu'il parle en termes de jeu et il parle en allant toujours dans un seul et unique sens. À propos des forces de l'ordre, justement, on aurait souhaité voir le président Talon être désolé également que des familles soient endeuillées, que des jeunes béninois aient été tués ou blessés, et il aurait pu également aller à leur chevet. Et ça, c'est important. Il n'y a pas que les forces de l'ordre qui aient été attaquées dans l'organisation de ces élections et autour de ces élections. Donc là, c'est encore un seul sens, et on peut ne pas forcément être d'accord avec le président Talon quand il ne va que pour les forces de l'ordre. Il y a les populations, il y a eu beaucoup de blessés, il y a eu quelques morts depuis un certain temps, et on aurait souhaité le voir également au chevet des familles de ces blessés et de ces morts. Ensuite, je parlais tout à l'heure de son discours. Quand on analyse son discours, on voit qu'il parle en jeu, comme je le disais. Et quelqu'un de l'opposition, je ne sais plus lequel, il y a quelques semaines avant le scrutin, avait dit qu'il ne faudrait pas que le président Talon, qui est un homme d'affaires avéré, prospère, encore une fois, qui a un bilan important, un bilan positif, un bilan qui parle pour lui, eh bien, il ne faudrait pas que le président Patrice Talon pense que le Bénin est une entreprise, avec à sa tête un chef, parce que bon, il faisait allusion au chef d'entreprise qui décide d'aller dans telle ou telle direction et qui exige que ses employés le suivent. Le Bénin n'est donc pas une entreprise. Ça, c'est l'un des membres de l'opposition qui l'a
dit. Et cela est révélateur du discours du président Talon. Moi, je suis très admiratif sur son bilan, encore une fois, ce qui parle pour lui, qui est important, pour lequel on a vu le Bénin marquer de grands points, mais pas du tout d'accord avec le sens unique qu'il utilise, et il serait important pour lui d'ouvrir. Il n'y a aucune raison qu'il continue de s'enfermer, de se fermer. Il a intérêt, je pense, à ouvrir, sinon ça va crisper l'atmosphère au Bénin, et c'est pas intéressant pour le milieu des affaires, et ça c'est clair. On sait que là où il y a l'argent, eh bien, il faut éviter qu'il y ait des entrechocs. Éviter. Aziz. Oui, Robert. Bon, il faut dire quand même que dans son discours aussi, le président Talon a donné l'impression de prendre quand même la mesure de la situation, parce qu'il a dit « Nous allons œuvrer ensemble à réparer ce qui ne va pas, à instaurer un climat de stabilité, de sécurité, de paix, afin que ce genre de choses n'arrive plus jamais. » Ça veut dire qu'il y a dans ensemble. Qu'est-ce qu'il met dans ensemble? Ah non, mais là, lui, en tant que là, c'est à lui de père de la nation, et puis ceux qui l'accompagnent dans cette perspective de restaurer une sorte de stabilité, parce que beaucoup de personnes se plaignent de cette division ambiante entre différents courants politiques, et donc ça donne l'impression en tout cas qu'il a pris la mesure de la situation, de cette crispation dont vous parliez, Georges, et que on espère d'ici les prochains jours qu'il prendra un certain nombre de mesures fortes allant dans ce sens. Le président Talon qui semble manier à la perfection le bâton et la carotte. À un moment donné, on l'a entendu justement dire qu'il était hors de question le jour du scrutin de se lancer dans un autre dialogue avec l'opposition, et puis les choses semblent évoluer dans le sens de l'apaisement. En tout cas, c'est ce qui est souhaité par les observateurs qui sont restés admiratifs du Bénin pendant de longues années. Aziz, je reste convaincu que même si des poids lourds de l'opposition avaient participé à cette élection, le président Talon aurait gagné. Peut-être qu'il n'aurait pas atteint les 86% qu'il a, mais je reste convaincu qu'il aurait gagné. Donc, il a perdu quelque chose, alors qu'il aurait pu gagner au plan démocratique, et il aurait pu gagner au niveau économique comme il le fait. Donc, pour moi, il a perdu quelque chose. Maintenant, s'il ouvre les voies, comme a dit Robert, s'il parle de ensemble, s'il met dans ensemble toutes les composantes de la vie politique au Bénin, eh bien, c'est tant mieux. Autre actualité forte également sur le continent africain, c'est celle qui concerne les relations entre la France et le Rwanda. Dernièrement, il y a eu ce rapport qui a établi la responsabilité de la France dans le massacre des Tutsis au Rwanda. Et après la publication de ce rapport et ses conclusions, eh bien, le président français Emmanuel Macron envisage un voyage au Rwanda à la mi-mai. Probablement courant mai prochain, une visite est projetée, mais avec de nombreux aléas selon une source élyséenne. Dans l'hypothèse où cette date serait respectée, le séjour du président Emmanuel Macron en terre rwandaise marquera une nouvelle étape dans le réchauffement des relations entre les deux pays. Au lendemain du génocide de 1994, ce lien avait été particulièrement tendu et même accompagné d'une rupture des relations diplomatiques entre le Rwanda et la France à la suite des conclusions du juge français Jean-Louis Bruguière. Ce dernier, dans un rapport sur les circonstances du crash du Falcon, dans lequel le président juvénile Habyarimana a trouvé la mort le 6 avril 1994 sur l'aéroport de Kigali, avait pointé la responsabilité de l'armée patriotique rwandaise de Paul Kagame. Cet événement a été l'élément déclencheur du génocide dans lequel 1 million de Tutsis et Hutus dits démocrates ont péri. Une thèse depuis longtemps battue en brèche, en particulier par le juge Marc Trévidic, successeur de Bruguière, chargé d'enquêter à son tour à partir de la plainte déposée par la veuve du pilote français de l'avion de Juvénal Habyarimana.
En février 2010, Nicolas Sarkozy avait, sur insistance de son ministre des Affaires étrangères Bernard Kouchner, saisi l'occasion d'un déplacement à Kigali, le premier depuis le drame, pour évoquer de graves erreurs d'appréciation de la France durant cette période tragique, notamment dans les mois ayant précédé la tuerie de masse. Toutefois, il n'a pas formulé d'excuses. Remis le 26 mars au président Emmanuel Macron, le rapport de la commission d'historiens emmenée par Vincent Declercq sur le rôle de la France au Rwanda de 1990 à 1994 conforte l'aveuglement de Paris ainsi que les dérives et, finalement, la complète faillite de sa politique. Le 7 avril, l'historien a remis ses conclusions à Paul Kagame, le numéro 1 rwandais, en personne dans la capitale du pays. Ce dernier a salué ses travaux, estimant qu'ils marquaient un pas important vers la compréhension commune de ce qui s'est passé. La visite d'Emmanuel Macron, qui intervient après de nombreuses autres initiatives d'aplanissement, telles la nomination en 2018 de la Rwandaise Louise Mushikiwabo à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, devrait logiquement conforter ce contexte, lequel pourrait se traduire par la nomination officielle d'un ambassadeur dans chacun des deux pays. Ceci pourrait constituer la prochaine étape, peut-être même consécutive à la visite d'Emmanuel Macron au Rwanda. Robert Adandé, malgré le rapport Kluivert sur la responsabilité du Rwanda dans le génocide des Tutsis, de la responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda, il n'est pas question pour l'Élysée de présenter des excuses. Là, nous avons eu la réaction d'Édouard Balladur, ex-premier ministre, qui n'est pas du tout favorable à la présentation d'excuses par la France. Alors c'est ce paradoxe, on peut même parler de cette sorte de condescendance qui est déplorable, parce qu'il faut aller vers l'apaisement, il faut aller vers la normalisation. Et quand on reconnaît un certain nombre de responsabilités, il faut pouvoir, en tout état de cause, aller vers des actes qui marquent une sorte de repentance entre griffes, en tout cas de regret. Et malheureusement, on n'a pas l'impression, en dehors de ce rapport, on n'a pas l'impression d'une démarche dans ce sens, même si le président Macron est en train de projeter une visite vers le Rwanda à la mi-mai. Il faut pouvoir présenter officiellement des excuses et reconnaître, c'est quand même un drame humanitaire, il faut le rappeler, il faut présenter des excuses qui ne répareront, qu'on le veuille ou pas. Ce n'est que symbolique, parce qu'elles ne répareront pas ce drame dans l'histoire, elle ne restaurera plus jamais le Rwanda dans sa quiétude, elle ne pansera pas toutes les plaies, mais au moins elle permettra d'aller à une étape supérieure. Georges Aboké, la France a également refusé de présenter des excuses à l'Algérie. Oh, mais il faut se souvenir que Emmanuel Macron avait fait une visite en Algérie et il avait reconnu que la colonisation dans ce pays était un crime, mais pas d'excuses. Oui, mais petit à petit, ça va venir. Je pense que Édouard Balladur, il faut estimer qu'il est quelque peu dépassé par les événements, l'évolution des choses, et puis il n'a pas envie d'avouer qu'il a mal géré cette situation, parce que, peut-être craint-il un retour de bâton. Mais l'on est étonné qu'un pays comme la France puisse, refuser de connaître sa participation à ce génocide. On parle, ils sont gentils, ils parlent d'erreurs d'appréciation, mais des erreurs d'appréciation qui conduisent à la mort de milliers et de milliers d'individus. Ce ne sont plus des erreurs d'appréciation. La France doit se souvenir qu'elle a vécu de telles difficultés avec l'Allemagne pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale, donc elle n'a pas à se mettre dans cette posture. Jusqu'à aujourd'hui, on continue de poursuivre tous ceux qui ont permis à Hitler de massacrer les Français et de massacrer un certain nombre de Juifs et tout. Et donc, la France a tout intérêt
à jouer franc jeu et à dire sa part de responsabilité. Je pense qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, et là, comme la France a besoin de rétablir de bonnes relations avec le Rwanda, au fur et à mesure qu'on va avancer, on verra bien que la France va remettre la balle à terre et va reconnaître de façon officielle sa participation. C'est en train de venir petit à petit, et bon, on est étonné que de la position d'Edouard Balladur, mais on peut considérer que bon, il est quelque peu dépassé par la situation, il n'est plus aux affaires. Est-ce qu'il comprend les enjeux? On se pose cette question, mais je pense que c'est des choses qui vont finir par se faire petit à petit, progressivement. Eh bien, il va falloir reconnaître qu'on a mal joué à un certain moment et que ça a provoqué des milliers et des milliers de morts. Robert Adandé, la France est dans sa posture ancienne puissance coloniale, puissance nucléaire, puissance militaire, n'entend pas donc faire profil bas devant un pays considéré comme un pays de son précaré. Bon, il ne s'agit pas de faire profil bas ou non, il s'agit de pouvoir assumer sa responsabilité ou ses responsabilités devant l'histoire. Alors, le rapport La France, le Rwanda et le génocide des Tutsis qui a été remis au président Emmanuel Macron le 26 mars 2021 et puis plus tard au président Paul Kagame, le rapport du clair. Le rapport est quand même très clair. Hein? Donc, après, c'est peut-être un jeu de sémantique, ou comme vous voulez, une sorte de jeu d'ego, même si ce n'est pas forcément le lieu. Mais en ce qui concerne les relations entre la France et puis le Rwanda, il faut aussi reconnaître qu'elles se normalisent tout doucement, parce qu'on a vu à la tête de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo. Bon, ce sont de petits signes quand même annonciateurs d'un retour vers des relations plus apaisées. C'est vrai qu'il n'y a toujours pas, de part et d'autre, que ce soit en France ou que ce soit au Rwanda, aucune représentation diplomatique de l'une ou l'autre des parties n'existe. Mais bon, tout doucement, peut-être qu'avec la visite officielle du président Emmanuel Macron, les choses vont se désamorcer, ils vont se parler les yeux dans les yeux, comme on dit, et puis les relations seront vraiment plus apaisées, plus normales entre les deux parties. Mais Aziz, à la suite de Robert, moi je voudrais ajouter que la France n'a pas le droit de cacher la vérité. Elle doit au contraire la montrer, elle doit montrer sa position. Et c'est pas faire profil bas que de dire la vérité. Dans l'affaire dont on a parlé également cette semaine, Thomas Sankara, il faut dire que la France a également joué un rôle et la France avait gardé un certain nombre d'informations. Petit à petit, les dossiers sont en train de s'ouvrir et la France, elle a tout intérêt justement à jouer franc jeu parce que si elle ne joue pas franc jeu, eh bien ce que, comment dire ça, le président français Emmanuel Macron appelle un sentiment anti-français va se développer. Donc la France a intérêt à faire en sorte que dans des affaires comme celle du Rwanda, du génocide rwandais ou de Thomas Sankara au Burkina Faso, eh bien, elle a intérêt à faire en sorte que la vérité soit sue. Et on dit une faute avouée est à moitié pardonnée, n'est-ce pas? La vérité, en tout cas, est exigée. Vous l'avez souligné tantôt aussi au Burkina Faso. C'est une exigence populaire, disait un politologue burkinabé, de voir l'ancien président burkinabé
Blaise Compaoré jugé pour que l'on sache la vérité, et aussi que la France mette à disposition les archives nécessaires à l'éclatement de cette vérité. En tout cas, c'est un dossier que nous continuerons de suivre. Les choses sont en cours, les choses sont en cours, puisque maintenant l'ancien président Blaise Compaoré, il est épinglé. Est-ce que le président Alassane Dramane Ouattara va permettre que Blaise Compaoré aille répondre à la demande de la justice? Bon, on verra bien, mais une chose est claire, c'est que la vérité va finir par éclater, les dossiers vont être transmis, et puis, plus les choses seront claires dans les esprits des uns et des autres, et mieux cela vaudra, à la fois pour la France et pour les Africains. Voilà, il y a aussi donc cette situation survenue au Mali avec l'assassinat d'une figure emblématique des peuples, d'une organisation de peuples arabes de l'Azawad qui avait combattu les forces gouvernementales en 2012 avant de signer l'accord d'Alger en 2015. Il a été donc assassiné, un assassinat qui aurait été revendiqué, mais pour l'instant, rien d'officiel. À l'aube de ce mardi 13 avril, plusieurs personnes armées se seraient présentées devant le domicile bamakois de Sidi Ibrahim Ould Sidati. Dans la foulée, des coups de feu ont retenti et le président de la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA, s'est écroulé. Il a succombé dans une clinique où il a été aussitôt admis. Dans un communiqué officiel, la médiation internationale dans la crise malienne condamne un acte commis par les ennemis de la paix et demande aux autorités maliennes de tout faire pour que les auteurs de ce crime soient traduits devant la justice. Mais de quels ennemis parle-t-on? Règlement de compte, lutte d'influence ou tout simplement acte terroriste? La question reste posée. Mais quelques années plus tôt, il faut le rappeler, pratiquement dans les mêmes conditions à Bamako, un responsable d'une autre tendance du mouvement arabe de l'Azawad avait échappé à une tentative d'assassinat. Sidi Ibrahim Ould Sidati n'avait pas que des amis dans la région de Tombouctou, sa région natale. Sa place de leader du mouvement arabe de l'Azawad était convoitée. Pour certains, les luttes d'influence dans cette région ont atteint leur paroxysme avec le nouveau découpage électoral. Pour d'autres encore, les djihadistes du nord du Mali pourraient ne pas être étrangers à ce crime. Dans tous les cas, ces derniers ont toujours été considérés comme des adversaires des groupes signataires de l'accord de paix d'Alger. Âgé d'une soixantaine d'années, Sidi Ibrahim Ould Sidati avait signé au nom de la CMA un accord avec le gouvernement malien et une coalition de groupes armés alliés à ce gouvernement. La plateforme pour restaurer la paix et la cohésion sociale dans tout le pays. L'application de cet accord est considérée comme capitale pour sortir le Mali de la crise dans laquelle il s'enfonce. Mais se fait tout de même toujours attendre. Les terroristes qui avaient initialement fait alliance avec les indépendantistes Touaregs dans le nord en 2012 se sont ensuite retournés contre eux. Ils ont depuis étendu leurs agissements au centre du pays et au Burkina Faso ainsi qu'au Niger voisin. Les enquêtes sont en cours pour identifier les auteurs du crime et déjà un suspect qui tentait de voyager par avion a été interpellé ce mercredi à l'aéroport de Bamako parmi les passagers embarquant pour Tombouctou, une localité située au nord-ouest du pays. D'autres interpellations ne sont pas à exclure et aucune piste n'est à négliger. L'inhumation de Sidi Ibrahim Ould Sidati est prévue ce vendredi près de Tombouctou. Sidi Ibrahim Ould Sidati qui a été inhumé ce vendredi au nord du Mali près de Tombouctou. Certains groupes rivaux auraient revendiqué l'assassinat de ce chef de la coordination du mouvement arabe de l'Azawad, mais pour l'instant, nous le disions, rien d'officiel. C'est quand même un coup qui pourrait écorner le processus de paix, Georges Aboké. Oui, c'est un coup auquel les autorités de la transition au Mali certainement ne s'attendaient pas, forcément. Et puis, il faut dire que ces autorités ont à faire face à de nombreux défis. Il y a le défi sécuritaire, donc face aux terroristes. Il y a le défi de la paix avec les indépendantistes. Et puis, il y a tout le processus démocratique qu'il faut remettre sur pied au Mali. Donc, ça
fait beaucoup et ce genre de crime vient pour compliquer les choses aux autorités de la transition. On espère que à partir du suspect qui a été épinglé, on espère que la vérité va finir par éclater. Mais il faut dire que dans ce genre de situation, c'est la confusion. Il y a les groupes terroristes, les indépendantistes et tout ça. Quand tout ça s'entremêle, eh bien, ça donne ce genre de résultats. Robert Adandé, c'est quand même une configuration qui vient semer la confusion. Complètement, et Georges le disait tout à l'heure, le président en exercice de la coordination des mouvements de l'Azawad, Sidi Brahim Ould Sidati, qui s'est fait assassiner par deux individus. Je dis que ces deux individus circulant dans une voiture qui aurait ouvert le feu sur lui. C'est un crime qui, comme vous le dites si bien Aziz, risque de créer une nouvelle crise de confiance entre Bamako et Kidal, donc compromettre l'accélération de la mise en œuvre de l'accord pour la réconciliation et la paix souhaité et appelé de tous les vœux des différentes parties prenantes de ce processus de paix vers lequel les autorités de la transition sont en train pour lequel les autorités de la transition sont en train d'œuvrer. C'est un rebondissement complètement triste. C'est vrai que certaines sources semblent savoir très exactement ce qui s'est passé, même si le crime n'a pas encore été officiellement revendiqué, mais toujours est-il que c'est un gros rebondissement pour le processus en cours au Mali. En tout cas, pour nombre d'observateurs, cet assassinat ne devrait pas changer grand-chose au processus de paix en cours, mais on verra bien comment les choses vont se faire, notamment les conclusions de l'enquête, et si éventuellement cet assassinat venait à être revendiqué par ces groupes dits terroristes. Il faut quand même préciser que c'est un assassinat qui intervient juste quelques semaines après la reprise des réunions du comité de suivi de l'accord à Kidal à la mi-février dernier aussi. Exactement, et ça pourrait justement laisser penser que des dissensions se sont fait encore plus fortes et ont débouché sur ce type de résolution, Georges Aboké. Oui, c'est l'occasion de dire certainement que cet assassinat vient pour interpeller les autorités de la transition parce que, eh bien, c'est vrai que le processus est engagé, le processus de paix est engagé, mais il faut que les autorités de la transition prennent la juste mesure de la situation. Cela veut dire que, bon, il faut continuer de marcher certainement sur des œufs concernant cette situation et faire en sorte que, eh bien, les accords soient véritablement appliqués et que l'on arrive à une situation dans les semaines et les mois à venir normalisée. Sur le continent africain, mis à part ces problèmes sécuritaires, il y a aussi les défis liés à la pandémie du Covid-19, notamment la possibilité pour le continent africain de se doter de vaccins fiables. Le dossier de fabrication de vaccins est à l'étude dans de nombreux pays. Le Nigeria serait en tout cas en train de mettre en tout cas de mettre au point un vaccin qui devrait bientôt être connu. Il y a la situation occasionnée par le vaccin d'AstraZeneca qui retarde les campagnes de vaccination amorcées dans de nombreux pays. Faut-il pour les pays africains se lancer dans la fabrication de vaccins anti-Covid-19 ? Eh bien, la question est posée un peu partout.
Lors du sommet virtuel sur la production de vaccins en Afrique, organisé lundi et mardi par l'Union africaine, Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, a déclaré que l'Afrique doit mettre en place des ressources et des mesures pour produire ses propres vaccins. Dame Okonjo-Iweala a expliqué que pour atteindre cet objectif, différents centres d'excellence de fabrication devraient être installés sur le continent. Un vaccin nécessite de nombreux composants et chacun d'entre eux n'a pas besoin d'être fabriqué au même endroit. Vera Swangwe, la secrétaire exécutive de la CEA, la Commission économique pour l'Afrique de l'ONU, a pour sa part expliqué que dans les pays où les vaccins sont disponibles, on observe un important redressement de l'économie. À cette dernière de faire remarquer que le continent devrait aussi fabriquer l'ensemble des intrants comme les seringues, les réactifs et les médicaments. La chaîne de valeur des vaccins pouvant créer 6 millions d'emplois en Afrique. Il ne s'agit pas seulement d'un débat sur la santé, mais aussi sur l'économie et les moyens de subsistance. Surtout que l'Afrique compte environ 6 000 acteurs dans la chaîne de valeur pharmaceutique qui produisent du matériel de soins de santé. Le continent dispose donc de sa propre expertise. Quant à Akinwumi Adesina, le président de la BAD, la Banque africaine de développement, il a noté que l'Afrique importe jusqu'à 70% de ses besoins pharmaceutiques, alors qu'elle ne produit qu'1% de ses vaccins. Il a préconisé que l'opportunité de la pandémie soit saisie pour produire des vaccins et des médicaments. La BAD serait ainsi prête à offrir un soutien financier au gouvernement pour construire au moins 2 centres de production de vaccins en s'associant par exemple à la Chine et à l'Inde. John Kengasong, le directeur du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, a de son côté révélé qu'à partir de septembre, l'Algérie commencera à produire le vaccin Sputnik V. À ce jour, 45 pays africains ont reçu le vaccin contre la Covid-19, dont 31 à travers l'initiative des doses COVAX. Les pays africains sont aussi capables de fabriquer des vaccins contre le Covid-19. On a le Nigeria qui est en pole position et il y a d'autres pays également qui sont en train d'expérimenter certains vaccins, notamment l'Afrique du Sud, et l'Union africaine veut donc donner un coup d'accélérateur à ce processus, Georges Aboké. Je pense que l'Union africaine fait bien de rappeler aux différents dirigeants africains qu'il ne faut pas seulement attendre qu'on nous donne le vaccin, il ne faut pas seulement attendre qu'on aille des fois l'acheter. Il faut aussi penser à le fabriquer. Pourquoi pas? Parce que fabriquer ce vaccin, eh bien, revient à, comme ça a été dit dans le sujet, là, revient à créer des emplois, à créer des plus-values, etc. Et donc à faire en sorte que l'argent ne sorte très peu, et le président de la BAD qui donne des chiffres qui sont éloquents, 1 seul % des dépenses face à 70% qui sortent, ça fait un déséquilibre, et donc il est temps que les dirigeants africains pensent qu'ils peuvent le faire. Et si des personnalités comme la directrice générale de l'OMC, Madame Vera Swangwe, qui est responsable de la Commission économique pour l'Afrique à l'ONU, et puis Monsieur Akinwumi Adesina, pensent qu'il faut le faire, je pense que ce sont des spécialistes, ce sont des personnes qui ont l'œil sur un certain nombre de choses, sur les capacités de l'Afrique, et il est temps que l'Afrique s'y engage. L'Algérie va reprendre le vaccin des Russes, etc. Mais rien ne dit que les pays africains ne peuvent pas en fabriquer, et on devrait même les encourager à le faire. Maintenant, cela dit, il y a cette affaire de vaccin qui est en train de dérouter tout le monde et de faire oublier peut-être que des recherches devraient être aussi engagées dans le traitement. L'Afrique a présenté un certain nombre de produits depuis la survenue de cette pandémie. Le vaccin a quelque peu brouillé les pistes, mais il est temps aussi que l'Afrique, si elle n'arrive pas à proposer des vaccins, puisse proposer des traitements. Et on rappelle que le Nigeria progresse en ce qui concerne le développement de son vaccin anti-Covid-19, une progression d'ailleurs rapide, à en croire de nombreuses sources. Robert Adandé, le vaccin d'AstraZeneca
qui a été acheté par plusieurs pays africains, a posé quelques problèmes de fiabilité, puisque la vaccination a dû être interrompue d'abord en Afrique du Sud et dans bien d'autres, y compris en Europe depuis quelques semaines. La réponse serait que le continent, justement, soit en capacité de fabriquer en quantité suffisante des vaccins anti-Covid. Absolument, c'est indispensable. Maintenant, il y a un problème qu'il faut pouvoir résoudre sur le continent africain. C'est le problème de l'union. Il faut pouvoir travailler ensemble parce que ce qui pose problème, c'est le fait que chacun de son côté veuille de façon isolée produire ses propres vaccins. Et ça évidemment, ça va poser problème. On a vu sur le continent, il y a eu, dès que le coronavirus a commencé à semer beaucoup de dégâts dans le monde, on a vu l'Afrique qui est montée au créneau avec un certain nombre de produits. Mais que sont-ils devenus? Que sont devenus tous ces différents produits aujourd'hui? On ne sait pas. Les États n'ont pas forcément porté les recherches de leurs compatriotes, etc. Donc, si on s'entend qu'il faut produire des vaccins en Afrique, il faut qu'il y ait une véritable stratégie de collaboration, une stratégie d'ensemble qui fasse que les différents produits issus de ces recherches-là, les développements de ces vaccins, puissent être effectivement portés, encore une fois, pour ne pas me... Mais l'autre problème... Oui, Aziz. L'autre problème, Robert Adandé, c'est de savoir qui va être habilité à valider ces vaccins. Est-ce que si les vaccins doivent être validés par l'Organisation mondiale de la santé, mais on ne court pas le risque d'être recalé à chaque fois? Oui, c'est ça le problème. C'est-à-dire que si on doit dépendre des grandes instances mondiales qui n'ont pas fini de s'entendre elles-mêmes sur leurs vaccins, bon, on pourrait attendre très longtemps. Donc, c'est pour ça que je parle de stratégie d'ensemble, qu'on puisse s'entendre et savoir que si il est développé un vaccin, que tous les chefs se mettent ensemble et puis trouvent le moyen de porter, d'assumer ces trouvailles-là. Parce qu'aujourd'hui, on voit les différents vaccins qui sont en train d'être développés. C'est une véritable cacophonie partout dans le monde. Georges, une véritable cacophonie. Et il y a beaucoup d'argent justement dans les vaccins, et les positions de Big Pharma et de tous les lobbies pharmaceutiques justement laissent perplexes. Alors, s'il y a beaucoup d'argent dans cette affaire, qu'est-ce qui empêche les Africains d'aller chercher une partie de cet argent? Je pense que c'est un problème de mentalité. Robert parlait d'union. Bon, c'est un adage qui dit l'union fait la force. Il est tout simple, mais il faut que les chefs d'État africains acceptent de se mettre ensemble pour régler des fois des problèmes. Il faut se mettre ensemble pour régler des problèmes. Et les spécialistes qui ont donné leur avis ne font que le dire. Aujourd'hui, pour fabriquer un vaccin, on n'est pas obligé de se cantonner à un seul pays. On peut fabriquer un certain nombre d'éléments dans différents pays. Et donc, quand Robert dit il faut faire l'union pour faire la force, eh bien, c'est ce qu'il faut faire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand je dis que c'est un problème de mentalité, il y a quelques années, les véhicules chinois ou les véhicules japonais, voilà, je recule d'un certain nombre d'années, les gens les regardaient avec un certain œil bizarre, mais aujourd'hui on se bat pour acheter des véhicules chinois, des véhicules japonais. C'est valable dans n'importe quel domaine. Les Chinois, les Japonais, à un moment donné, ne produisaient pratiquement rien, et puis un matin ils ont copié ce qui se faisait, et puis ils ont inventé maintenant des choses. Et je crois que l'Afrique, il faut que les mentalités changent. Mais Georges, quand vous dites que c'est un problème de mentalité, Georges, des situations comme celle-ci arrivent.
Oui, mais Georges, mais il y a plusieurs pays sont déjà en train de travailler sur la fabrication de vaccins, mais donc on y va. Une certaine presse n'en parle pas, parce que justement, il y a des pays qui sont totalement libres et qui travaillent, Robert Adandé. Il faut y aller. On a des pays... C'est le principe surtout de travailler ensemble et de ne pas faire cavalier seul, parce que ça posera un problème. Mais comment travailler ensemble, mais Robert, comment travailler ensemble lorsque on a vu la situation par exemple avec la nouvelle monnaie en Afrique de l'Ouest, comment se mettre ensemble alors que justement il y en a qui sont une sorte de satellite pour les puissances occidentales dans le mais toute la problématique est là. Se mettre ensemble, c'est rompre avec tous ces jougs-là. Se mettre ensemble, c'est décider de prendre son destin en main. Se mettre ensemble, c'est ne pas se cloisonner dans son coin et puis se dire, bon, je vais faire mes choses en cachette. C'est tout ça, se mettre ensemble. Oui, mais comment ne pas faire les choses en cachette, Robert? Comment ne pas faire les choses en cachette quand il y en a qui font de l'obstruction en permanence? Ben, il faut lutter contre ça. Comme dit Georges, c'est une question de révolution dans les mentalités. Oui. Quand dans les mentalités, on a décidé de fonctionner ensemble, on a décidé de prendre son destin en main, on a décidé de rompre avec tous ceux qui peuvent faire obstruction, on y va. Oui. Vous avez vu la réaction du Nigeria, du Ghana, d'un certain nombre de pays, quand la France et la Côte d'Ivoire ont voulu proposer une réforme de l'éco qui n'avait rien à voir avec l'éco de la CEDEAO. On a vu comment les autres pays se sont levés, et donc il faut continuer de se battre et faire en sorte que, eh bien, encore une fois, l'union arrive à faire la force. Tous ceux qui jouent, comme disait Robert, aux satellites pour les pays, pour un certain nombre de pays en Occident, eh bien, vont se retrouver en fin de compte dans la marge. Donc, il est temps, parce que quand vous prenez le Sénégal, 15 millions d'habitants, la Côte d'Ivoire, 25 millions d'habitants, le Gabon, 2 millions d'habitants, voilà, quand on met tout ça, voilà, rien que ces trois pays, vous mettez ça ensemble, ça fait un volume important. Mais imaginez que le Gabon se batte pour créer son vaccin. 2 millions d'habitants. Le Sénégal, 15 millions d'habitants, crée son vaccin, etc. Je pense que nous avons raison de dire qu'il faut aller dans le sens de l'union. Et il faut insister. Et il faut que les médias et tout ça s'y mettent pour que les mentalités changent. Il faut insister, il faut justement pousser les États africains à aller dans le sens de l'Union. Vous l'avez souligné tantôt, en rappelant quand même que de belles initiatives, de belles actions sont entamées en ce qui concerne la fabrication de vaccins, des actions qui ne sont malheureusement pas relayées suffisamment par les médias sur le continent africain. Et puis Aziz, peut-être qu'on a été devancé sur le problème des vaccins, mais on avait des traitements. Qu'est-ce qu'on en fait? Les traitements, on peut les moderniser et puis les mettre sur le marché. Pourquoi pas? Le professeur Didier Raoult, il n'y a pas longtemps, il était ici au Sénégal. Il est venu faire des recherches et tout. Cela veut dire que sur place, on a des choses et on peut engager des recherches et produire des traitements. Peut-être que les autres nous ont dépassés sur les vaccins, mais nous, on peut peut-être prendre de l'avance sur le traitement. Pourquoi pas? En tout cas, des initiatives sont en cours et elles devraient être encouragées sur le continent africain. Il y a toujours, en ce qui concerne les vaccins, la suspension du vaccin d'AstraZeneca dans de nombreux pays. Alors ça, c'est un autre problème parce que sur le continent africain, cette suspension a perturbé les campagnes de vaccination contre le Covid-19. Dans le cadre de sa campagne de vaccination anti-Covid-19, l'Afrique du Sud a décidé, lors d'un point de presse, d'interrompre l'utilisation du vaccin Johnson & Johnson. Selon le ministre de la Santé, cette décision a été prise suite à la publication par les autorités sanitaires américaines d'une note demandant la suspension du vaccin Johnson & Johnson aux États-Unis. En effet, la Food and Drug Administration, FDA, a indiqué que des cas de formation de caillots sanguins rares et graves avaient été détectés chez 6 femmes âgées de 18 à 48 ans, environ 6 à 13 jours après la vaccination avec le vaccin. L'organisme a donc appelé à une suspension par mesure de précaution, alors que plus de 6,8 millions de doses du vaccin
avaient déjà été administrés, même si aucun rapport officiel ne signale la formation de caillots de sang suite à la vaccination de 289 787 agents de santé en Afrique du Sud. Je suspends volontairement le déploiement du vaccin jusqu'à ce que la relation de cause à effet soit suffisamment interrogée, a-t-il déclaré en notifiant que l'autorité sud-africaine de réglementation des produits de santé sera en charge de l'étude des différentes informations relatives au vaccin afin de déterminer le caractère temporaire ou non de la mesure. Le ministre a par ailleurs indiqué que la campagne de vaccination se poursuivait avec les 10 millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer qui ont été négociées et un peu moins de 2 millions devraient être livrés en mai. Faut-il le rappeler, les autorités sud-africaines ont également dû stopper le déploiement du vaccin AstraZeneca qui s'était révélé inefficace contre le variant local de la Covid-19. Le vaccin d'AstraZeneca inquiète, Robert Adandé. Oui, le vaccin, non seulement le vaccin AstraZeneca, parce que bon, c'est l'un des vaccins dont la campagne ou la promotion sont les plus grands, mais parce que il y a aussi un certain nombre d'effets secondaires qui sont identifiés sur les sujets ayant contracté ces différents vaccins-là. Et ça pose le problème, comme on l'a dit à plusieurs reprises sur cette émission, ça pose la problématique du vaccin de manière générale. Est-ce que le recul nécessaire a été observé face à ces vaccins, sachant qu'entre le début de la pandémie et à ce jour, on se retrouve avec plusieurs variants et les autorités sanitaires ou scientifiques avaient déjà déploré le fait que le temps pour développer un vaccin soit trop court ou trop rapproché. Donc, bon, ça en rajoute sur la psychose aujourd'hui quant à aller vers ces vaccins-là, sachant que là, on est avec AstraZeneca, on se rend compte que ça se passe presque aussitôt. Mais il pourrait y avoir des vaccins dont les effets secondaires vont surgir dans 2, 3, 4, 5, 10 ans. On ne le souhaite pas, mais ça reste des risques, qu'on le veuille ou pas. Georges Avoquet, on vous a proposé des doses d'AstraZeneca à Dakar ? Oui, bien sûr, dans tous les pays africains, nous avons cela. Maintenant, il revient aux autorités sanitaires des pays africains de faire toute la lumière sur ce vaccin et sur les autres également. Parce qu'autour de ce vaccin, tout est dit et le contraire en même temps, surtout sur l'efficacité et puis sur les effets secondaires. Donc, il y a de la communication à organiser autour des vaccins. Et pour conclure cette émission, on va parler de football avec la démission d'un dinosaure, d'un personnage, un entraîneur considéré comme un dinosaure sur le continent africain, un dinosaure du football africain, Claude Leroy, qui était à la tête des Éperviers du Togo et qui, à la suite d'une très mauvaise campagne de qualification et de l'élimination de l'équipe, a finalement jeté l'éponge. N'ayant pas réussi à qualifier les Éperviers du Togo pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2021, le sélectionneur national des Éperviers du Togo, Claude Leroy, a pris la décision de démissionner de son poste suite à une réunion avec Madame le ministre des Sports et Loisirs, Dr Bezili Dikama. Après avoir fini dernier du groupe H derrière l'Égypte, les Comores et le Kenya, le technicien de 73 ans à la tête des Éperviers a annoncé qu'il quittait son poste. En ce qui concerne l'équipe nationale, c'est fini pour moi, a-t-il déclaré. Claude Leroy a tout de même remercié les autorités sportives pour leur constant soutien. Il a également félicité vivement les joueurs de l'équipe nationale et les membres de son staff technique qui lui ont permis de travailler avec beaucoup de plaisir et beaucoup de professionnalisme de leur part. Hélas, seuls les résultats n'ont pas suivi, a-t-il poursuivi. Arrivé en avril 2016 à Lomé, Leroy a disputé la CAN 2017 avec les Éperviers, mais il n'a pas réussi à les qualifier pour les deux CAN suivantes, 2019 et 2021. C'est notamment le dernier échec pour aller au Cameroun qui sonnera le glas de son aventure. En 35 rencontres, toutes compétitions confondues, le technicien français totalise 9 victoires, 12 matchs nuls et 14 défaites. Dans le foot, il n'y a qu'une chose qui compte, in fine, et ce sont les résultats. Et après un certain temps, il faut tirer les traits, a-t-il concédé. Claude Leroy laisse les Éperviers à un peu plus de 2 mois du début des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022.
Le Togo se retrouve dans le groupe H avec le Sénégal, le Congo et la Namibie. Claude Leroy a finalement décidé de démissionner, les résultats n'ayant pas suivi. Le Togo va avoir du mal à se reconstruire pour obtenir un ticket à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Alors, le Togo finit malheureusement dernier du groupe G, derrière l'Égypte, les Comores, le Kenya. Bon, malheureusement, est-ce que c'est réellement ça qui a été à l'origine de la démission du sélectionneur Claude Leroy? Point d'interrogation, mais c'est toujours, en tout cas, c'est l'argument qu'il a fait valoir. En tout cas, c'est un métier ingrat. Le métier d'entraîneur est un métier ingrat. Dans ce cas-là, je ne crois pas qu'il soit aussi ingrat. J'ai envie de dire quel est le prochain pays dans lequel va débarquer Claude Leroy. Parce que jusqu'à présent, Claude Leroy a eu à prendre en main de grandes équipes. Il a eu le Ghana, il a eu le Cameroun, pour ne citer que cela. Et là, il a eu, on va le dire, un petit poussé en prenant le Togo. Et c'est à ce moment-là que moi j'attendais de voir qu'il était vraiment le sorcier blanc qu'on présentait. Mais comment peut-on faire des miracles avec des joueurs moyens? Ah mais voilà, justement, ça veut dire que l'entraîneur lui aussi n'est peut-être pas au-dessus de la moyenne. Ah non, mais Claude Leroy a des états de service qui sont reconnus par grandes équipes. Avec de grandes équipes, on l'a vu briller. Maintenant, il avait à montrer sa force, sa ténacité, son efficacité dans une petite équipe comme celle du Togo. Et là, c'est un échec. Et à son corps défendant, il a des collègues qui rappellent que lorsqu'un entraîneur a des collègues africains qui disent que lorsqu'un entraîneur a une équipe à sa disposition, mais il ne fait qu'avec les talents qu'il y a. Donc c'est peut-être pas le grand sorcier qu'on a voulu présenter. Bon, mais ça reste, il a toujours eu de grandes équipes. Ça reste un entraîneur respecté sur le continent africain et au-delà, Claude Leroy. C'est vrai que c'est pas. On aurait aimé voir le Togo à la Coupe d'Afrique des Nations, mais bon. Il aurait pu transformer le Togo en grand pays de football. Mais rappelons quand même, Robert, que c'est le football, ça demande des investissements sérieux. Il faut également préparer, il faut avoir un projet sur une certaine durée. Oui, exactement. C'est pas de la magie. C'est comme une maison qu'on construit. Il faut d'abord s'asseoir sur les fondamentaux, enfin réussir les fondamentaux, et puis après tout doucement ériger le nombre de niveaux qu'on veut faire en fonction de ses ambitions. En tout cas, le Togo ne s'est pas qualifié pour la CAN 2021 qui aura lieu début 2022 au Cameroun. On espère pour les éperviers qui vont une nouvelle fois se qualifier pour la Coupe du Monde de football. Ils avaient été qualifiés à la Coupe du Monde. On se souvient pour la première fois par le défunt Stephen Keshi qui avait d'ailleurs été débarqué après cette qualification. Stephen Keshi, entraîneur nigérian qui avait aussi bien sûr remporté la Coupe d'Afrique des Nations en tant qu'entraîneur et joueur avec les Super Eagles. Merci messieurs de nous avoir suivis. Georges Aboké, ce dimanche est consacré à quel pays? Au Zimbabwe. Nous allons parler du Zimbabwe et voir comment le président Emerson Mnangagwa se démène pour se sortir du coronavirus et des difficultés que ce pays avait bien avant le coronavirus. Ne ratez pas, chers téléspectateurs, ce journal Pays consacré au Zimbabwe, le pays dirigé par Emerson Mnangagwa, alias le crocodile. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Georges. C'est bien. Bon dimanche encore une fois. Et merci Robert. Merci Aziz et excellent dimanche. Merci et très bonne suite de programmes sur la Belle Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale.